nous allons pouvoir entrer dans la problématique de cette table ronde, comment concilier travail et cancer quand on est indépendant. La première intervenante va être notre amie Patou Gavaudan, Christine Gavaudan, qui est psychologue du travail et qui est chef de projet d'un dispositif qui est né dans les Bouches-du-Rhône, qui est à ce jour strictement associatif et qui est une structure aidante tout à fait spécifique aux travailleurs indépendants, puisque je vous redéfinis une fois l'acronyme: Cancer, Aide, Info, Réseau, Entrepreneurs. C'est une association reconnue d'intérêt général et qui existe légalement depuis 2014 dans notre département. D'autres départements en sont maintenant dotés, essentiellement sur la façade méditerranéenne, mais pas que. Christine, nous t'écoutons. Bonjour et merci. On souhaitait simplement vous donner quelques chiffres pour bien cadrer les enjeux de la thématique des indépendants, puisque les indépendants, c'est une population active en forte croissance. Ces dernières années, comme vous le voyez, ça a été plus 25% depuis 2003. Et donc la croissance du nombre de travailleurs indépendants est désormais supérieure à la croissance du nombre de l'emploi salarié. Donc c'est une population bien à part et qui représente à ce jour 11,5% de l'emploi en France, avec des disparités selon les départements. La difficulté du travailleur indépendant quand on parle statistique, c'est que ça regroupe une grande hétérogénéité en termes de statut et d'activité. Et c'est la difficulté pour la problématique quand on parle d'un travailleur indépendant. On peut parler d'une profession libérale, d'une infirmière, d'un kiné, mais d'un professeur de sport, d'un conseiller en bien-être, d'un informaticien à son compte, d'une esthéticienne, voilà, ou de quelqu'un qui a une responsabilité en tant que chef d'entreprise d'une PME et qui est à son compte. Donc ça fait une vaste population qui quelquefois peut être un peu difficile à étudier pour en tirer de grandes conséquences, puisque les pratiques sont différentes, les statuts sont différents aussi. Trop vite, il me manque une diapositive, mais je la connais par cœur. Donc les indépendants en France, c'est 4 millions dans leur plus grand nombre. Quelquefois, certaines statistiques indiquent 3 millions d'indépendants. 4 millions, ça comprend des indépendants qui peuvent avoir, par exemple, un statut salarié, comme un président salarié. Mais il faut savoir que même quand un indépendant est salarié, il reste indépendant. Il n'a pas de contrat de travail, de subordination avec un employeur quelconque. Et donc, quand lui est malade, quel que soit son statut officiel, même s'il est gérant salarié, c'est quand même lui et sa production, son activité qui fournit le travail. Donc à l'association, ça fait partie de tout type de personnes que nous accompagnons, toute personne à son compte, quel que soit son statut. Et dans les 4 millions, qui est donc la fourchette haute de la statistique sur le nombre d'indépendants en France, ça comprend aussi un certain nombre de micro-entrepreneurs qui cumulent une activité salariée et un statut d'indépendant. Ça comprend aussi les agriculteurs et les professions médicales qui quelquefois ne sont pas toujours inclus dans la statistique. Donc 4 millions d'indépendants en France, la fourchette haute, 800 000 indépendants en Île-de-France, selon les dernières statistiques de l'URSSAF. Et puis un point important quand on parle des indépendants, c'est une très grande proportion de micro-entrepreneurs ces derniers temps, puisque ça représente un tiers des indépendants actifs, d'accord ? Et le nombre de créations sous le régime micro-entrepreneur dépasse en général les 50% dans de nombreuses régions françaises. Donc une prévalence du statut de micro-entrepreneur lors de la création et maintenant des indépendants actifs. Ceci, c'est important parce que si on parle d'une grande variété de métiers, on peut parler aussi du coup d'une grande disparité de revenus des indépendants. Et les indépendants en micro-entrepreneurs déclarent un revenu moyen mensuel de 540 € par mois. Un peu plus selon la Fédération nationale des auto-entrepreneurs qui chiffre ça sur le double, mais 540 selon l'INSEE.
Et par contre, à l'autre bout du spectre, vous avez des revenus moyens de 4 600 € par mois pour des entrepreneurs classiques qui sont surtout sur des professions juridiques ou médicales, sachant que les micro-entrepreneurs sont plus sur le service à la personne ou le BTP. Donc une grande disparité de revenus et de professions. Les motivations de l'indépendant lorsqu'il crée, ça c'est important, c'est une très belle étude de l'INSEE de 2020 sur les revenus des travailleurs indépendants qui indique bien que lors de la création, les motivations, la première c'est d'être indépendant. Donc un indépendant veut être indépendant. Nous on dit qu'il faut être indépendant mais il ne faut pas être isolé, d'accord ? Mais un indépendant, il veut être à son compte et il en tire une très grande fierté. Donc les motivations, c'est être indépendant, assurer son propre emploi, ce qui veut dire que dans la perception de leur travail, les indépendants sont fiers d'être indépendants, fiers du travail accompli, et ça c'est important. Très peu mentionnent le manque d'autonomie, et vous allez voir si vous connaissez les statistiques sur les salariés, où beaucoup de salariés se plaignent du manque d'autonomie et de possibilité de décider de leur travail. Ce n'est pas le cas des indépendants. Donc l'indépendant, il est fier d'être indépendant, fier d'être à son compte, et fier de pouvoir prendre ses décisions. Donc le manque d'autonomie est quelque chose qu'ils ne conçoivent pas. Et vous allez voir que ça a une importance pour justement la gestion de la personne dans ses demandes une fois qu'il y a la maladie. Il y a 74% aussi dans la perception de leur travail aiment travailler seul. Donc on a vraiment un indépendant qui est là à son compte et fier de la manière de travailler. Sur assurer son propre emploi, ça veut dire aussi que les indépendants, pour pouvoir assurer leur propre emploi, travaillent beaucoup. Et les statistiques dans cette étude de l'INSEE disent que presque 38% disent avoir du mal à concilier vie professionnelle et vie sociale, vie personnelle et vie sociale, puisque presque la moitié travaillent le dimanche, travaillent plus de 50 heures par semaine et font remonter que leur entourage se plaint de leur possibilité de participation à la vie commune. Donc une très grande porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle dans l'implication que cela représente. Donc rapidement quelques chiffres, mais en Île-de-France, selon une communication personnelle que nous avait faite le RSI il y a quelques années avant sa disparition, c'était 1400 nouveaux cas de cancer sur l'Île-de-France, chez des travailleurs indépendants en activité chaque année. D'accord ? Un médecin du RSI, justement, avait fait une très très belle étude, c'est le docteur Avi, qui avait publié un article sur cancer et indépendants, dans lequel il avait réussi à quantifier un sur-risque de cessation d'activité de 22% à l'annonce du cancer. Donc il disait quand un indépendant est à son compte, qu'on lui apprend qu'il y a un cancer, le sur-risque de mettre son activité en danger est accru. Par contre, ce risque redevient la vie normale de l'entreprise risquée, c'est-à-dire la concurrence et comment faire vivre son entreprise. Il redevient normal si pendant 5 ans, l'entreprise a bénéficié d'un accompagnement global prenant en compte la totalité des problématiques. Donc le docteur Avin nous avait fixé notre objectif avec cette belle étude qui date de 2014 mais qui reste toujours d'actualité. De même, dans l'étude Vican 5, la vie 5 ans après l'annonce d'un cancer, il y a un petit paragraphe sur les indépendants qui a été fait par l'INSERM et qui indique que chez les indépendants, il y a 34% de baisse de revenus en cas de maladie par rapport au moment du diagnostic et que 20% des personnes ne peuvent pas y faire face sans avoir à faire des dettes. Ce qui fait que quelquefois à l'association, on voit des indépendants qui ont fait par exemple des crédits personnels pour pouvoir alimenter la trésorerie de l'entreprise. Donc voilà, il y a quand même quand je parle de grande porosité entre la vie personnelle et la vie privée et la vie professionnelle de l'entrepreneur, c'est pas seulement sur le plan mental, c'est aussi sur les activités. Donc ce qui nous titille à l'association, c'est effectivement le fait que l'entrepreneur, quelquefois, nous pose la question entre soit je choisis de me soigner, soit je choisis de garder l'entreprise en bonne santé, et j'ai du mal à concilier les deux. Donc notre objectif, il est là. Ce qui fait que par rapport aux infos que je vous ai données avant, en termes de profil et d'état d'esprit de l'entrepreneur, on a quand même des gens qui viennent avec cet état d'esprit, mais des réalités bien concrètes.
Ce sont des problématiques qui sont financières, commerciales, de couverture, qui sont multiples. Et les gens nous disent, voilà, c'est pas mon cancer qui m'empêche de dormir, c'est ce que je vais faire de mon leasing avec le camion, de l'apprenti et des chantiers que j'ai en cours. Si je m'arrête, de quoi je vis après? Parce que moi, je suis en micro, effectivement, j'ai que 600 € de revenus, donc mes indemnités journalières sont faibles et j'ai pas de couverture. J'ai tout créé, j'ai tout abandonné, j'étais salarié avant et j'ai créé mon entreprise. C'est pas maintenant qu'il va falloir que j'arrête tout, parce que là, j'aurai plus la possibilité de recommencer. Donc c'est avec ces problématiques-là que nous commençons à travailler. J'aime beaucoup aussi, je compte sur les doigts de la main, les week-ends sans travailler, je ne me rendais pas compte du stress et du rythme avant d'être malade. Une dame m'a dit, mais moi, ça fait 10 ans, je pars jamais en vacances dans mon ordinateur. Parce que si je lis pas tous mes mails du travail quand je suis en vacances, je ne suis pas bien non plus. Donc il y a une charge de travail très importante. Il y a de nombreuses évolutions ces derniers temps et on est heureux de les reporter, d'accord, de vous en informer au cas où vous ne les connaîtriez pas, ce qui est souvent le cas des indépendants qui sont assez mal informés sur leurs droits. Mais l'URSSAF, ces derniers temps, a mis sur pied un dispositif HELP qui permet à tout indépendant, par le biais d'un questionnaire très rapide de 10 questions, de se servir et d'avoir une mobilisation de la CPAM de l'URSSAF et de la CAF sur leurs problématiques. Il y a aussi de la CPAM l'aide au maintien de l'activité de l'indépendant. Les AGFIP et Cap Emploi mettent des aides au maintien qui sont disponibles et ouvertes aux indépendants et qui ont été encore accrues à partir de ce septembre 2022. Il y a aussi Pôle emploi qui a l'allocation de travailleurs indépendants, assez restrictive d'accès, mais qui existe. Donc il y a des améliorations qui sont mises sur place. Depuis 1 an, il y a les 90 jours d'indemnité dérogatoire pour les professionnels de santé, par exemple, qui appartiennent à des caisses qui avaient 90 jours de carence avant le versement d'indemnités journalières. Maintenant, il n'y en a plus. Les 90 jours de la CPAM viennent compenser ce délai de carence. Donc il y a des améliorations législatives très importantes. Il y a aussi la possibilité désormais pour les indépendants d'adhérer à un service de santé au travail et d'y avoir un suivi. Donc il faut que les services de santé au travail fassent des propositions attrayantes pour les indépendants. Et je pense qu'ils y réfléchissent. Chez CARE 13, par exemple, nous mettons sur pied un projet avec l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, visant à réfléchir une meilleure diffusion justement de l'information et aussi une réflexion commune sur la mise à disposition de solutions de maintien d'aide humaine sur des compétences et des activités qui ne seraient pas cœur de métier. Donc il y a dans la salle là, des protagonistes actifs, l'ANACT et l'ARACT de Nouvelle-Aquitaine, qui ont travaillé là-dessus. Et on est en train de continuer ce projet pour faire que quand il y a une reprise d'activité, il y ait un soutien humain sur des activités qui ne sont pas cœur de métier, qui ne sont pas essentielles, mais qui soulageraient l'indépendant lorsqu'il reprend le travail pour ne pas reprendre à 150%. D'accord ? Et donc pour cela, on est en train de travailler sur de nombreux outils qu'il reste à mettre au point et élaborer, mais un point d'entrée unique et la possibilité d'avoir un interlocuteur physique paraît essentiel aussi en ces temps de dématérialisation. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. On sera à votre disposition après, puis il y aura la possibilité de poser des questions. Mais je pense avoir posé le cadre. Merci. Merci Christine. En effet, tu as posé un cadre simple mais assez exhaustif de tout ce qui existe et de tout ce qui s'est quand même considérablement amélioré depuis ces dernières années. Et je vais maintenant passer la parole à Rachel Baron, qui, elle, depuis déjà fort longtemps, a mis sur pied des dispositifs propres à la Chambre des métiers des Bouches-du-Rhône. Merci Dany et Aubanel, merci à vous de nous écouter, de participer à cette masterclass. Donc effectivement, en premier lieu, je remercie énormément la Fédération des CARE de m'accueillir sur cette masterclass et nous collaborons ensemble depuis l'existence de CARE dans les Bouches-du-Rhône. J'ai créé en 2012 la cellule de prévention et d'accompagnement des difficultés à la Chambre de métier. Il n'y avait pas de dispositif existant.
Donc, pour accompagner depuis 10 ans nos petits artisans qui sont souvent des chefs d'entreprise avec peu ou pas de salariés, j'apporte une contribution avec ma connaissance des spécificités des travailleurs indépendants lors des accompagnements que nous réalisons conjointement, sachant également que j'ai été moi-même chef d'entreprise pendant 8 ans dans ma carrière professionnelle. Je voudrais préciser que ma collaboration avec CARE est source d'un grand épanouissement personnel également, parce que nous faisons preuve d'une bienveillance et d'une dynamique permanente, et ces éléments sont très importants et surtout ils sont démultipliés en permanence grâce au réseau que nous créons et à une collaboration justement qui est toujours diversifiée. Effectivement, le cancer pourrait être source de naufrage socio-professionnel. Christine l'a rappelé, le fait d'être malade augmente de 22% le risque de cessation d'une activité d'un travailleur indépendant. Et c'est pour cette raison que nous avons développé ensemble un accompagnement qui est tout à fait innovant et individualisé en mettant en œuvre des expertises complémentaires. Il existe sur le territoire national des structures pour écouter et accompagner les entrepreneurs en difficulté. On peut citer 60 000 rebonds, Entraide, souvent les CPME territoriales également. Mais à notre connaissance, il n'y a pas de structure qui prend en considération le fait d'être malade. Notre enjeu, c'est donc d'évaluer et de conjuguer la situation à la fois du bénéficiaire et celle de son entreprise pour permettre une meilleure conciliation entre les périodes de soins et le maintien de l'activité. Alors, je vous ai préparé un petit schéma qui est celui d'une maison. On pourrait imaginer que l'entreprise soit une maison avec une structure de base qui sont les murs et le toit. Et cette structure abrite une activité, un savoir-faire, une envie entrepreneuriale forte, mais aussi des personnes, et très souvent, dans le cas des TPE, une famille. Pour que cette structure soit pérenne, je me suis rendu compte au fil de mes années en tant que conseillère à la Chambre de métier qu'en fait, elle repose sur 2 piliers qui sont complètement interdépendants. Un pilier financier et un pilier humain. Vous pouvez avoir un chef d'entreprise en pleine forme, mais qui rencontre de grosses difficultés avec son marché, et dans ce cas-là, l'entreprise ne fonctionne pas. À l'inverse, vous pouvez avoir une trésorerie d'un très bon niveau avec des clients exceptionnels et permanents, mais un chef d'entreprise qui tombe malade. Donc ces 2 piliers sont complètement interdépendants. Et concernant le pilier financier, il s'agit de considérer le schéma d'exploitation et de s'interroger en permanence sur sa rentabilité pour permettre à l'activité de continuer non seulement à exister, mais aussi à se développer. Le pilier humain, il est à rapprocher de l'épanouissement et de la santé de la femme ou de l'homme qui porte l'entreprise. Christine le rappelait tout à l'heure, il y a une forte proportion de micro-entrepreneurs aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Dans l'artisanat, c'est plus de 50%, je crois même que c'est près de 60% des entreprises qui se créent sous ce régime. Et elle l'a rappelé, le niveau de revenus est souvent très inférieur à la moyenne des travailleurs indépendants, ce qui pose de vraies questions sur la couverture maladie, dans le cas où effectivement ce type de sinistre intervient. Donc notre raison d'être, c'est de concourir à regarder objectivement la situation, ce qui est très compliqué pour un travailleur indépendant qui est effectivement dans le flot permanent de son activité et qui a du mal à lever la tête du guidon, comme on peut dire de façon commune. Donc nos interventions permettent de regarder objectivement la situation dans une situation compliquée
Et par nos interventions, des fenêtres s'ouvrent et nous considérons, en tout cas nous constatons, que nos interventions contribuent à faire diminuer la charge mentale que ressent l'entrepreneur malade. Donc la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille et nous estimons apporter effectivement, au travers de l'analyse des situations et de nos expertises croisées, un mieux-être pour aider à maintenir l'activité. Je peux vous faire un petit état des lieux rapide des besoins que nous constatons et des réponses qu'il nous semble important d'apporter. L'entrepreneur est face à un écosystème en permanence qui engendre d'avoir des connaissances et d'être en capacité de faire des démarches très variées, que ce soit dans les relations avec un expert comptable, un avocat, toutes les différentes administrations. C'est quelque chose qui est souvent complexe. Les informations ne sont pas toujours claires, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et appréhender les choses comme il le faudrait est d'autant plus compliqué lorsque l'on tombe malade. Donc nous aidons les bénéficiaires à mieux appréhender les démarches à réaliser, souvent dans l'urgence malheureusement, et nous établissons un plan d'action dans chacun des domaines à traiter. Cela va souvent même jusqu'à l'assistance au montage de dossiers qui peuvent aider à dénouer rapidement des situations, notamment sur le volet financier. L'idée est de permettre à l'entrepreneur malade d'optimiser le temps qu'il va consacrer à ses soins, de manière à ce qu'il se sente aidé, soutenu et un petit peu allégé. Nous remarquons également qu'il est important d'aider à accepter l'aide proposée. Alors pourquoi ? On pourrait se dire qu'on devrait tous être preneurs d'une aide bienveillante, mais dans le cas du travailleur indépendant, c'est spécifique, parce que le travailleur indépendant se sent souvent invincible, il doit faire face seul à toutes les situations, c'est sa posture naturelle, et pour aller un petit peu plus loin, il doit même préserver sa position sociale en tant que chef d'entreprise. Donc pour lui, d'accepter de l'aide, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué a priori. Et donc nous remarquons que permettre ça, c'est tout à fait positif et ça lui permet de sortir d'une forme d'isolement qui est la sienne de manière assez naturelle également. Donc en fait, il s'agit également d'aider le dirigeant à se déculpabiliser, à abandonner une partie de sa fierté, entre guillemets, pour accepter cette aide qui lui est proposée. Il est évidemment essentiel de considérer au cas par cas tous les facteurs de risque qui pourraient conduire à la disparition de l'entreprise. Donc Christine l'a rappelé, la question des dettes est un point essentiel parce qu'un entrepreneur qui va créer de la dette durant sa maladie probablement reprendra son activité avec un état de santé encore peut-être un peu fragilisé. Il devra purger sa dette et il devra honorer les charges courantes. Donc bien regarder le risque d'endettement et savoir comment on peut le prévenir est essentiel. L'entrepreneur aura certainement aussi perdu des clients pendant son absence, parce que la durée d'inexploitation est très variable selon les cas. Il y a des entrepreneurs qui vont pouvoir continuer à travailler partiellement tout en étant malades et en soins, et d'autres qui ne le peuvent pas. De la même manière, selon la maladie, ils vont reprendre leur activité à une échéance qui est tout à fait inconnue. Donc derrière tout cela se pose également la question de leurs salariés. Donc là, on a un véritable enjeu sur l'emploi. Il peut également, nous l'avons souvent constaté, y avoir des défaillances vis-à-vis des obligations déclaratives. Un travailleur indépendant peut très bien laisser passer le temps, ne pas avoir déclaré sa TVA, ne pas avoir fait ses déclarations sociales. Et dans ce cas-là, il va se retrouver très vite soumis à des taxations d'office, des recouvrements par voie d'huissier, avec des frais extrêmement importants qu'il faudra absorber par la suite. Donc en fait, c'est parce que nous intervenons avec cette connaissance de l'entreprise
au travers de mon expertise économique, mais aussi au travers de la compétence des bénévoles de CARE, qui sont souvent ex-chefs d'entreprise ou qui sont encore en activité, que nous sommes en mesure de proposer des solutions adaptées. Je peux vous proposer un exemple d'un ferronnier d'art que nous avons accompagné dans les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est une entreprise artisanale qui existe depuis une vingtaine d'années. Nous avons démarré l'accompagnement en février 2022. L'entreprise comporte 2 salariés et un apprenti, comme c'est parfois le cas dans l'artisanat. Le dirigeant malade est âgé de 57 ans. Et la caractéristique dans ce cas précis, c'est que son épouse est salariée de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, à la fois l'impact de la maladie est double sur les revenus de la famille, mais en même temps, c'est un avantage puisque l'épouse peut continuer à travailler dans l'entreprise tout en aidant son mari, en étant soutenante de son mari. Et donc, on peut estimer que la préservation de l'activité est facilitée. Alors, Jean-Christophe nous disait, comme ils nous disent tous souvent, je n'ai droit à rien. Bon, il a dit à pas grand-chose. Et je n'ai jamais rien osé demander depuis la création de mon entreprise. Donc, nous avons accueilli cet entrepreneur fort démuni, très inquiet vis-à-vis des engagements financiers qui étaient les siens, soit sur des prêts personnels pour le financement de l'habitation, mais aussi sur des prêts professionnels liés aux locaux et au matériel de la ferronnerie d'art. Donc, nous avons déployé notre accompagnement comme habituellement avec une méthodologie bien particulière qui était de réunir plusieurs intervenants et bénévoles lors de chacun des entretiens. Je peux citer dans ce cadre-là un ex-dirigeant d'entreprise, un cadre dirigeant, banquier, assureur. Et ce qui est important de noter, c'est que le fait d'intervenir à plusieurs, ça nous permet de nous assurer de bien comprendre les situations puisque nous avons tous des expériences et des vécus différents. Ça nous permet aussi de partager nos ressentis et nos pistes de réflexion. Il faut bien avouer que parfois, les entretiens sont un peu lourds à vivre aussi. Et donc, le fait d'être plusieurs, c'est quelque chose qui nous aide. Et surtout, ça nous évite d'engager des interventions multiples sur une même thématique, parce que nous pouvons effectivement nous coordonner en fonction de nos expertises respectives. Donc, au même titre qu'un malade bénéficie de consultations pluridisciplinaires lors de son parcours médical, nous pourrions faire un rapprochement, en tout cas notre méthode permet de dire pourquoi pas, que nous proposons des consultations pluridisciplinaires socio-professionnelles. Et dans ce contexte-là, notre modèle est intéressant et complémentaire à l'aide médicale qui est proposée. Donc nous avons réalisé un état des lieux global comme habituellement sur le volet économique, le fonctionnement de l'entreprise, son organisation et en ayant effectivement soigneusement déterminé toutes les zones de risque, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons analysé la couverture personnelle du dirigeant, notamment les bénévoles de CARE 13 ont pu reprendre tous les contrats d'assurance, toutes les garanties pour faire levier sur la prise en charge des prêts et donc permettre d'améliorer la situation financière de la famille. Ce que nous constatons également, et ça a été particulièrement vrai dans ce cas-là, c'est qu'il est très important de prendre en considération l'envie professionnelle. Parce qu'effectivement, les motivations sont très claires de la part d'un indépendant au moment de la création. Elles évoluent au fil de la vie de son entreprise et elles sont marquées d'un point noir au moment de l'annonce de la maladie et de l'évolution de la situation de maladie en fonction des soins. Donc d'écouter l'envie professionnelle du dirigeant
et de s'interroger sur là où il en est à tout moment du parcours, c'est extrêmement important. Dans ce cas précis, nous avons également mesuré l'intérêt de réaliser des entretiens avec des intervalles de temps plus ou moins importants. Parce qu'en fait, cela a permis à Jean-Christophe et à son épouse de mûrir progressivement leurs réflexions, de ne pas aller vers une solution unique et immédiate, parce qu'il n'y a jamais quelque chose de parfait. Et c'est intéressant parce que là, donc aujourd'hui, ils sont dans un projet de transmission de l'entreprise au salarié Anthony, qui est donc ferronnier avec Jean-Christophe. Et ce salarié est âgé de 30 ans. Donc finalement, c'est une belle histoire de transmission du savoir-faire au sein de l'entreprise. Et ils vont bénéficier d'un accompagnement cédant-repreneur dans le cadre d'un dispositif proposé par la Chambre de métier durant 3 ans. Donc l'accompagnement n'est pas encore terminé. Et en tout cas, ce que l'épouse de Jean-Christophe nous a livré récemment, c'est qu'elle se sent beaucoup plus sereine parce que son mari a fortement diminué son surengagement professionnel grâce à nos interventions, puisqu'il a compris qu'il pouvait s'appuyer sur des équipes pour prendre du temps, pour se soigner et pour pérenniser l'entreprise dans le cadre d'une transmission. Dans les solutions que nous avons proposées, il y avait par exemple une aide à la gestion du stress de Jean-Christophe. Le stress était très très fort. Et là, c'est un médecin bénévole de l'association qui a fait une liste de bonnes pratiques et fait des suivis en visioconférence. Nous avons indiqué des pistes de réorganisation de l'activité, fait en sorte que les charges de l'entreprise diminuent. Et nous avons mobilisé des aides financières, notamment une prise en charge d'une dette de cotisation de l'URSSAF pour Jean-Christophe. Voilà, donc ce que je peux vous dire en conclusion, c'est que nous développons progressivement une relation qui est consolidée entre tous les acteurs intervenants. Et nous remarquons qu'en basant cette relation sur la confiance, la transparence et les volontés partagées, c'est aussi un vecteur facilitant pour que le travailleur indépendant adhère à nos propositions d'aide et s'implique dans le parcours d'accompagnement. Donc, nous contribuons à apporter une solution globale sur des sujets qui sont actuellement dissociés, vous l'avez bien compris, donc à la fois social, professionnel et économique. Nous contribuons à réhabiliter ou à maintenir la posture de chef d'entreprise malgré l'expérience qu'il fait de la maladie. Et nous souhaitons poser de véritables questions pour qu'est-ce qu'il en adviendra demain. Est-ce que ce modèle pourrait inspirer les institutions de manière à démocratiser l'accompagnement des travailleurs indépendants touchés par le cancer? Est-ce qu'il serait possible de poser des réflexions et des accompagnements sur une durée de 5 ans, comme il a été évoqué tout à l'heure, pour garantir la pérennisation du tissu économique et le rétablissement optimal des femmes et des hommes qui sont touchés par la maladie? Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Rachel, à la fois pour ce que tu fais, que tu as créé, que tu fais, et les explications remarquables que tu nous en as données, pour vous convaincre que si les parcours de soins entre travailleurs indépendants ou salariés peuvent être tout à fait comparables et tous peuvent profiter des grandes améliorations dans le traitement de cette maladie pathologique, vous avez pu constater que le traitement de la maladie sociale du cancer est fondamentalement différente entre celle qui va toucher un collaborateur salarié de celle qui touche un chef d'entreprise. Pour vous en convaincre, je demande à Muriel,
qui est grand témoin, qu'elle nous dise comment cette approche globale et pluridisciplinaire a pu l'aider dans cette épreuve de la vie, qui est une épreuve quand même courante que nous devons pouvoir affronter collectivement. Merci, et merci d'être là et merci à la Fédération CARE de m'avoir demandé de témoigner, puisque je suis passée de bénéficiaire à bénévole. Donc pourquoi je suis ici? Parce que moi j'ai eu un cancer en 2017, donc ça fait 5 ans. Le premier témoignage que je veux donner, c'est que 1, je suis en vie, et que 2, ma structure est en vie et a pu se développer. Donc déjà c'était pour donner un message positif et de se dire ça peut arriver. Alors, avant, qu'est-ce qui se passe? En 2015, je pars d'un grand groupe et je commence à créer ma petite entreprise qui est un petit peu en mode start-up, on va dire. Et pendant 2 ans, en fait, je travaille sur un projet que, en 2017, je commence à pouvoir commercialiser. Sauf qu'en 2017, en fait, je suis fatiguée, ça fait 1 an que je suis fatiguée, alors je me dis, bon, j'ai 3 enfants, j'ai travaillé sur une création d'entreprise, mais ça continue. Et donc je fais des examens, et là, le verdict tombe, j'ai un cancer de stade 3 et il faut aller très vite. Donc on me dit, enfin le jour où je fais mon échographie, et 10 jours après, j'ai rendez-vous avec le chirurgien, en fait. Donc ça va vite. Donc là se pose la question de dire, qu'est-ce que je fais? À quoi j'ai droit? Et la vraie question qui est comment faire en sorte d'arriver à passer cette épreuve qui en définitive est une épreuve de la vie, au même titre qu'il y a des gens qui ne sont pas responsables chefs d'entreprise qui doivent la vivre, et que la conséquence ne soit pas que tout patatras, hein, parce que à ce stade je suis dirigeante d'une SAS non salariée. J'ai des droits de me soigner à la sécurité sociale. Je ne sais pas si j'ai encore des droits d'aide au financement. Et même si j'ai cotisé à une prévoyance pendant 23 ans, j'ai une carence depuis 4 mois parce que je me suis plus occupée du développement de ma société à fond que de ma protection, et que je tombe dans ce no man's land que j'avais identifié. Mais malheureusement, au moment où ça arrive, je n'ai pas de couverture de prévoyance. Et cette couverture de prévoyance, je ne la retrouverai pas, sauf en ayant changé de statut après. Donc, clairement, question 1, qu'est-ce que je fais de 2 ans de travail? Puisque j'ai juste commencé à commercialiser, donc ce n'est pas encore complètement en place. Qu'est-ce que je fais par rapport à ma vie? Parce que j'ai quand même un cancer de stade 3 et... je veux dire, la probabilité de survie est de 50%, donc il faut que je me soigne. Et qu'est-ce que je fais par rapport à ma vie familiale? Parce que j'ai 3 enfants. Voilà. Donc ces questions-là, et il faut que j'agisse très rapidement. Donc j'appelle mon comptable qui me dit, suivant ce que vous allez choisir, vous avez 10 jours, parce que si on fait les déclarations de DSN, vous salariez ou pas, etc., vous avez 10 jours. Et quand à l'hôpital, j'essaie de voir une assistante sociale, quand je lui dis que je suis dirigeante non salariée d'une SAS, elle a du mal à comprendre. D'ailleurs, même moi aussi, en fait, j'avais du mal à comprendre exactement comment ça se positionnait dans le dispositif. Donc là, j'ai la chance, en fait, d'être mise en relation avec CARE, où il est extrêmement important, à ce moment-là, je pense, de comprendre que chaque cas est est spécifique. Chaque cas est spécifique parce que quand on est indépendant, là, moi, je suis dirigeante non salariée de SAS, mais j'aurais pu être dirigeante salariée de SAS, j'aurais pu être gérante, j'aurais pu être... dans d'autres configurations. Donc déjà, on a une multiplicité de cas d'école. Ensuite, on va dépendre de différents organismes suivant qu'on est bureau d'études, pas bureau d'études, etc. Donc déjà, on est sur quelque chose qui est compliqué. Et au-delà de ça, il y a la façon dont on va gérer la maladie. Parce que c'est ce que me dit l'oncologue. L'oncologue, il me dit, bon, voilà votre type de cancer. Mais par contre, par rapport au traitement, chaque personne va réagir de manière différente. Donc et mon contexte familial, moi j'ai 3 enfants qui sont mineurs, si j'avais 3 enfants majeurs, etc., on ne serait pas sur les mêmes configurations. Donc la vraie difficulté, c'est d'être en capacité d'agir vite, sur tous les plans, en ayant des contextes qui sont des contextes individuels. Voilà.
Et c'est ça que j'ai trouvé en fait chez CARE, c'est-à-dire déjà une compréhension de ce que je dis, parce que à chaque fois que j'ai essayé d'exprimer ma problématique, j'avais beaucoup de mal à trouver des gens qui comprenaient l'intégralité de ma problématique. Ensuite, de m'aider en fait à m'accompagner sur ce à quoi j'ai droit, parce que en fait j'en savais rien. Parce que pour être clair, quand on crée une entreprise, en fait, ce qu'on a envie, c'est de faire des trucs qui nous font kiffer. C'est de se développer. C'est de se dire on va faire quelque chose, c'est de servir éventuellement la société, enfin suivant son objectif. Je veux dire, on n'est pas là en train de se demander quelles peuvent être toutes les aides potentielles auxquelles je peux avoir droit, mis à part celles sur la création d'entreprise. Donc on ne connaît pas le panel. Donc moi, à un moment donné, quand on me parlait de dispositifs, mais pour moi c'était complètement, c'était des acronymes. Et je n'étais pas une spécialiste des acronymes des dispositifs. Donc là, j'ai 15 jours, peu de temps, une énergie à mobiliser. Comment, en fait, j'arrive à mobiliser cette énergie? C'est là où, effectivement, CARE, lui, a cette vision-là, l'association a cette vision-là, et a pu dire, voilà, quels sont les types de dispositifs. À un moment donné, on me parle même de dire le handicap. Et moi, je dis, mais attendez, je suis pas handicapée. D'abord, quand on nous annonce un cancer, en fait, on voit rien. On sait qu'on est fatigué, mais ça se voit pas. On a pas mal spécifiquement à un endroit. Donc déjà, on a du mal à imaginer la suite, parce que par contre, quand on rentre dans les traitements intensifs pendant 1 an, là, on a compris qu'on est réellement handicapé, hein, pour le coup. Et en plus, ça a été mon cas, mais je veux dire, voilà. Et donc, effectivement, c'est comment on arrive à mettre tout ça en perspective et avoir une aide qui nous permet de suite de faire en sorte que l'entreprise ne coule pas, de pouvoir mobiliser ses droits, juste ses droits, et de pouvoir évaluer comment on va pouvoir faire en sorte, effectivement, de pérenniser la chose. Dans les droits, je vous donne des exemples vraiment basiques. Moi, j'ai 3 enfants. Au travers de ma mutuelle, en fait, j'avais le droit à avoir des aides pour ménagères, etc. Sauf que quand je les ai appelés, ils m'ont dit non. CARE m'a dit, ça me paraît extrêmement bizarre. Et au total, sur la durée de mon parcours, j'ai droit à 150 heures. Qui n'était juste que l'application. Enfin, j'ai pas eu de dérogation. C'était juste l'application de mes droits, hein, au titre auxquels j'avais droit. Avec mon statut de je sors d'une portabilité parce que j'ai créé mon entreprise, etc. En fait, j'avais droit encore à quand même un dispositif pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais ce dispositif, en fait, il a fait appel à 2 lois et un décret. Donc il a fallu que j'écrive un courrier qui faisait référence à 2 lois et un décret. Et pendant 2 mois, j'ai pas su si ça serait applicable. Mais ce que je veux dire par là, donc on est face à un problème psychologique, parce que quand même il faut l'assumer, un problème matériel qui est de dire est-ce que je vais avoir des revenus, et un problème d'organisation pour dire, moi le premier truc que j'ai dit à Christine quand je suis allée voir, je lui ai dit mais moi ça fait 2 ans que je bosse là-dessus, je ne veux pas mettre ça à la poubelle. Hein. Enfin c'était pas possible. Je dis c'est hors de question. Je dis je veux pas mettre 2 ans de travail à la poubelle. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est après comment on vit ça pendant les traitements. Donc moi j'avais à l'époque un stagiaire et j'avais eu un salarié. Donc j'ai trouvé un salarié qui a pu intervenir. Mais là pareil, ce salarié il était au chômage, il venait juste d'être au chômage. Enfin a priori il n'y avait pas de problème. Sauf qu'il y a eu un problème parce que ses droits étaient mal calculés, etc. Je n'arrivais pas à l'embaucher. Donc là, CARE a pu faire le lien aussi en me disant on a des contacts et j'ai pu appeler les personnes pour qu'elles fassent juste régulariser un truc normal, mais pour que moi je puisse l'embaucher. Et ça, je l'ai fait depuis mon lit d'hôpital juste avant une chimio. Donc ça s'est fait, voilà. Donc en fait, il y a vraiment en fait cette capacité à donner des coups de pouce et des effets leviers qui vont permettre d'avancer en fait dans le processus. Après, de la même manière, quel modèle économique, quand est-ce que je reprends? Donc quand j'ai repris, du coup, là, je me suis mise dirigeante salariée. Et j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Mais au bout de 5 mois, j'ai reçu un truc au mois d'août. Le 27 juillet, en fait, j'étais convoquée le 3 août parce que je ne pouvais pas rester en mi-temps thérapeutique plus de 5 mois. Donc là, c'est la médecine, c'est lors de ma convocation, quand ils ont vu mon dossier, ils m'ont dit attendez, on va vous passer en invalidité.
On me dit, normalement, on devrait vous passer en invalidité 2. Mais si je vous passe en invalidité 2, vous ne pouvez plus travailler. Je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas ne pas travailler. Enfin, elle m'avait dit, ouais. Enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit à l'époque. Donc, je suis passée en invalidité 1. Mais je lui ai dit, mais moi, je veux travailler, moi. Je ne veux pas ne pas travailler. Donc là-dessus, effectivement, à chaque fois, j'ai eu un point de repère qui était avec CARE. De la même manière, sur mon modèle économique, en fait, on a pu mobiliser une petite équipe qui est chez CARE, de chefs d'entreprise, comptables, etc., qui m'ont fait une séance de 2 heures où on a réfléchi ensemble à comment on fait, compte tenu du contexte où ma société, en fait, était juste en train d'évoluer, et par rapport, en fait, au contexte économique, pour m'aider à trouver les bonnes solutions. Bon, moi, j'ai eu de la chance, en fait. Enfin, j'ai eu plusieurs chances. La chance, c'est qu'en fait, mes droits, j'ai pu les faire appliquer. Donc ça, déjà, c'était une chance. J'ai eu des aides coup de pouce au travers des dispositifs. Parce que, au travers des AGFIP, etc., il y a eu une petite aide, mais qui m'a permis de faire le joint et donc d'avoir le temps d'embaucher mon salarié, etc. J'ai eu une autre chance, c'est que surtout, quand j'ai commencé à travailler sur mon activité, j'avais autour de moi, en fait, des gens qui ont été extrêmement bienveillants et qui ont porté le projet avec moi pendant l'année où j'étais malade. Et en fait, on a développé le chiffre d'affaires. Donc je me suis retrouvée l'année d'après avec une société qui était équilibrée et qui avait commencé à faire du chiffre d'affaires. Donc ça, c'était une énorme chance. Et donc je me suis dit, j'ai eu raison de me battre pour pas que ça aille à la benne. Parce que si ça peut marcher alors qu'on est dans ces conditions-là, ça veut dire qu'il y a un marché. Voilà. Donc 5 ans après, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, je suis en rémission. Donc ça, je touche du bois. 2, ma société, en fait, elle s'est développée certainement pas comme j'aurais pu la développer, puisque, je veux dire, ça a quand même des impacts, le fait d'être malade, on ne peut pas la développer comme on veut. Mais par contre, je choisis mes clients. Quand ça ne me plaît pas, je ne travaille pas avec eux. Et je me dis, après tout ce que j'ai passé, je ne suis pas là pour m'emmerder. Et donc, ce que je fais, j'en fais moins, mais je le fais bien. Voilà. Voilà, donc clairement, je pense que ces accompagnements, heureusement qu'ils étaient là, parce que, je me sentais terriblement seule au démarrage, parce que quand personne ne vous comprend, c'est extrêmement c'est difficile. Et 2, à chaque fois, c'est des rouages qui vous permettent de débloquer des situations et de faire en sorte qu'en définitive, vous pouvez passer le cap, sachant que le message que je voudrais dire, c'est que de toute façon, la maladie fait partie de la vie et que je pense qu'il est important qu'on l'intègre et que ce ne soit pas des sujets tabous et que ce soit des sujets sur lesquels on puisse travailler simplement, parce que de toute façon, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Muriel. Vous avez compris avec le témoignage de Muriel, qui est une femme pleine d'énergie. Tout le monde ne peut peut-être pas en déployer autant, mais que l'hétérogénéité des travailleurs indépendants et de leur activité professionnelle doit impliquer une réponse, elle aussi, hétérogène, pluridisciplinaire et individualisée. Grâce à un faisceau de législatifs, les institutions ont commencé à nettement améliorer cette situation. Je peux vous dire que quand moi, personnellement, j'ai été malade, aucun des systèmes et des dispositifs dont a pu bénéficier Muriel n'existait. Donc c'est un réel progrès. Mais des progrès, il en reste. Il en reste à faire, notamment au niveau assurantiel, au niveau prévoyance, au niveau banque. Parce qu'un travailleur indépendant, c'est quelqu'un qui est dans l'écosystème économique, qui a donc besoin d'investir, qui a besoin de se développer, qui a besoin d'emprunter, qui a besoin d'avoir un outillage performant. Moi, quand j'ai été malade, par exemple, je ne pouvais plus changer mon ordinateur parce que, surtout, ils étaient à l'époque un petit peu plus chers. Je ne pouvais plus souscrire de crédit parce que je ne pouvais plus être assuré. Donc, il faut savoir que malgré la volonté de celui qui veut travailler, des freins existent encore.
même si le travailleur indépendant bénéficie des améliorations, comme j'ai dit tout à l'heure, le droit à l'oubli, les conventions AERAS, etc. Donc, nous avons des systèmes, des dispositifs actuels qui ont été repérés par l'INCa, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, mais qui sont des dispositifs soit expérimentaux, soit purement associatifs, et c'est une bonne chose si les institutionnels peuvent envisager que près de 4 millions de travailleurs puissent aussi recevoir l'aide de la collectivité par des systèmes vraiment institutionnalisés et mutualisés, ce qui actuellement n'est pas le cas. Nos associations ne vivent que de dons. Voilà. Maintenant, si vous voulez passer aux questions, soit par Mentimeter, soit directement par la salle, là je vais laisser la chef Muriel parce que moi, c'est pas vraiment mon rayon. Oui, madame. Merci pour vos interventions. Oui, moi j'aurais une question à la personne qui travaille à la Chambre des métiers. Je voulais savoir si la cellule que vous avez créée aujourd'hui existe dans d'autres chambres de métiers et si sur l'accompagnement que vous proposez aux entreprises en difficulté, est-ce que c'est toujours lié à la maladie ou c'est plus largement sur les difficultés d'entreprise? Merci. Merci de votre question. C'est un vrai sujet pour moi, à titre personnel depuis déjà 10 ans. Alors je réponds à l'envers. C'est-à-dire que les difficultés d'entreprise sont traitées, mais pas uniquement lorsqu'elles naissent d'un problème de santé. Moi, depuis 10 ans, j'ai forcément accompagné des entreprises qui sont malades pour de nombreuses raisons. Et les phénomènes de conjoncture économique et tous les aléas, alors je pourrais vous citer les gilets jaunes. J'exerce à Marseille, vous avez certainement entendu parler des effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne. Et c'est un exemple très concret pour dire que dans toute la ville de Marseille et sa périphérie, il y a eu de très nombreux immeubles qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril. Et que très souvent, au pied d'immeuble, lorsque nous avons des artisans ou des commerçants, l'activité est arrêtée du jour au lendemain puisqu'il faut évacuer. Et là aussi, avec une perspective de reprise qui est complètement inconnue et des assureurs qui n'interviennent pas. Alors les Gilets jaunes, c'était des manifestations dans toute la France et surtout les week-ends, lorsque nos artisans commerçants accueillent leurs clients très volontiers dans les boucheries, les boulangeries, les cordonneries, etc. Donc effectivement, il y a des ruptures d'exploitation plus ou moins fortes, mais qui peuvent intervenir à tout moment pour des raisons complètement indépendantes de la volonté du chef d'entreprise. Là, en ce moment, j'ai beaucoup de dossiers dans le bâtiment et les professions alimentaires en raison de l'augmentation du coût des matériaux, de la pénurie des matériaux, qui s'estompe là, heureusement, mais avec des prix d'achat qui restent en très forte augmentation. Donc, cela met évidemment en péril les entreprises. Je parlais du schéma d'exploitation tout à l'heure. Quand on a un coût des achats qui augmente de 30% et un chiffre d'affaires qui, lui, stagne ou voire diminue, forcément, on rentre dans un goulot d'étranglement. Donc, les difficultés d'entreprise ont des sources très diverses et finalement, un entrepreneur ne peut jamais prévoir réellement ce qui va se passer, d'où la nécessité de faire des actions de prévention, de prévoir, alors on parlait de prévoyance dans le cas de la maladie, mais effectivement de prévoir des garanties qui vont par exemple permettre de prendre en charge les frais fixes de l'entreprise lorsque l'activité est inexploitée pendant une certaine durée, avec les problématiques de délai de carence aussi qui s'appliquent. Donc les actions de prévention sont complètement indispensables. Ce que je peux vous dire de par mon expérience, c'est que j'ai environ 70 à 80% des entrepreneurs qui arrivent trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où ils arrivent, je me positionne davantage en accompagnement au deuil
à la fin de l'entreprise et avec un accompagnement technique sur une demande d'ouverture de procédure collective que par des tentatives de rétablissement qui est manifestement devenu impossible, comme on dit dans notre jargon. Donc les chambres de métier prennent en main ces problématiques, mais de manière très diverse, puisqu'elles sont pour la plupart d'entre elles désormais régionalisées, mais que c'est une volonté qui repose sur les élus qui représentent nos chambres de métiers régionales. Moi-même, j'ai introduit les questions de santé du dirigeant depuis quelques années déjà, et j'espère vraiment que l'on va réussir à positionner ce sujet, car il est grand temps de le faire. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir dans notre nouvelle mandature, et en tout cas, je pense que je continuerai à faire ce métier jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui soient réellement établies, parce que c'est très important d'avoir cette prise de conscience et de montrer que ce sont des enjeux que l'on considère comme étant majeurs dans une politique de dynamisation d'un tissu économique, parce qu'effectivement, on peut s'interroger sur le fait de former nos entrepreneurs au numérique, au développement commercial. Mais moi, je veux absolument revenir à mon petit schéma de maison avec ces deux piliers interdépendants. Et j'espère qu'effectivement, ce sont les propos que toutes les chambres de métiers porteront pour celles qui ne le font pas encore. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non ?